Bonsoir. Mon intervention va se faire essentiellement, va se faire en français. Je remercie d'abord les organisateurs de cette réunion et notamment le ministre de l'Éducation, de la Recherche qui nous a invités et associant ainsi l'Union africaine à cette excellente initiative Sommet africain de l'éducation. Alors, j'en suis d'autant plus reconnaissant aux organisateurs que le triptyque éducation, jeunesse, emploi est l'un des deux thèmes politiques qui ont dominé les débats du 17e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Malabo tout juste il y a une dizaine de jours. À partir d'aujourd'hui, pendant 2 jours, la problématique de l'éducation sera encore au cœur de nos échanges. Alors, à examiner le nombre de sommets, de conférences, d'ateliers sur le continent autour de cette problématique de l'éducation, on est tenté, à juste titre, me semble-t-il, de se poser la question suivante. Alors, qu'est-ce qui fait courir les Africains et leurs amis derrière, je cite, l'éducation en Afrique? La réponse tient en quelques mots. Disons qu'ensemble, nous cherchons inlassablement le développement des ressources humaines en vue d'une croissance économique, culturelle, sociale, politique et une paix durable pour le continent. Alors, cette réponse que je reconnais assez laconique et même expéditive, j'en conviens, soulève une question plus fondamentale, à savoir, l'Afrique désire-t-elle réellement développer ses ressources humaines? Nous allons donc nous y arrêter quelques instants en examinant tour à tour la situation démographique du continent aujourd'hui, quelques politiques éducatives sur le continent et enfin des projections pour le proche avenir. L'Afrique donc aujourd'hui. Alors l'Afrique aujourd'hui dépasse le milliard d'habitants et sur ce nombre, les statistiques les plus fiables s'accordent pour estimer à 62% environ ceux qui sont âgés de moins de 35 ans, l'âge que la Charte africaine de la jeunesse retient comme âge limite pour être considéré comme jeune en Afrique. Alors, ces données font de l'Afrique, donc, le continent ayant la plus forte population de jeunes. Cet atout démographique, ajouté à ses ressources naturelles abondantes, donne à l'Afrique un avantage significatif pour faire face à ces défis de développement. Dans des économies basées sur la connaissance, la capacité à développer et utiliser le savoir, l'ingénierie et l'innovation est un facteur décisif pour déterminer la compétitivité. Mais encore faut-il disposer de ressources humaines, elles aussi compétitives. Cette équation compliquée, l'empereur Meiji l'a résolue pour le peuple japonais lorsqu'à la fin des années 1860, il a pris un édit ordonnant à ses sujets de l'empire du soleil levant d'acquérir et même de conquérir la connaissance par tous les moyens. Alors ce matin, lorsque Deborah nous présentait son sujet, on a vu une femme dans un village se dire, mais tout le monde veut acquérir le savoir. Ça, c'est tout dit. Maintenant, la question qui se pose, la question suivante, mais comment mettre le savoir à la portée de tout le monde? C'est la question fondamentale que nous avons en Afrique. On se souvient que l'édit de l'empereur Meiji a été pris lorsque le Japon s'est retrouvé dans une situation économique et sociale difficile, après que ces gisements d'or ont été épuisés, exploités surtout par des commerçants venus d'ailleurs. Souvent, on cite la croissance de la population africaine comme une fatalité et comme une des principales sources
du sous-développement, de pauvreté et d'incapacité à satisfaire les besoins sociaux et économiques du continent. Cependant, elle constitue à nos yeux l'atout même qui peut positionner l'Afrique comme une base économique ayant un grand potentiel si cette population, notamment la jeunesse africaine, est stratégiquement développée. Je soutiens que l'éducation, la science et l'ingénierie sont les clés pour accroître les capacités des populations africaines, pour transformer son jeunesse boom en un bonus pour sécuriser les bases de la gestion de ces ressources naturelles pour la création de richesses et le développement durable. Alors, si l'Afrique prend au sérieux donc le développement de ses ressources humaines, elle doit accroître ses investissements stratégiques dans l'éducation, la science et l'ingénierie et viser systématiquement l'autonomisation des jeunes par des allocations de ressources appropriées pour une formation répondant aux exigences du marché de l'emploi. Un déterminant clé du développement social et économique, incluant l'industrialisation, est ancré dans le développement du capital humain, spécialement à travers un enseignement supérieur et des structures de recherche robustes, le développement et la rétention des capacités intellectuelles de haut niveau. Préparer cet atout humain, le construire, établir des structures politiques adéquates pour son développement continu et sa rétention, mettre en place des cadres aptes à engendrer de l'esprit critique, la créativité et l'innovation, ce sont là les fils conducteurs dans le secteur de l'éducation, notamment dans l'enseignement supérieur. Aucun pays n'a progressé sans un grand nombre de diplômés d'université. Il y a en effet une très forte corrélation entre les inscriptions à l'université et le produit intérieur brut d'un pays. L'Afrique souffre du manque de ressources humaines hautement qualifiées, de la fuite de ces ressources, l'immigration non gérée, du sous-emploi et du chômage. Les jeunes Africains sont attirés vers l'extérieur. Ils sont courtisés à travers le monde entier pour leur ingéniosité, leur capacité d'innovation, leur engagement et leur expertise dans une large gamme de domaines. Nous avons eu depuis ce matin des exemples pratiquement dans tous les pays les ministres surtout qui ont parlé ce matin. Il y a toujours un exemple quelque part où des jeunes ont montré leur capacité à se prendre en charge, notamment au Kenya. Alors, de nombreux pays riches ont créé même des conditions favorables spéciales pour attirer la main-d'œuvre hautement qualifiée, offrir des formations doctorales et des conditions de recherche attrayantes et des opportunités d'emploi pour jeunes diplômés et professionnels, incluant des jeunes du continent africain. Par exemple, en une année, parmi les migrants adultes africains vers un certain pays que je ne cite pas, 75% de ces migrants étaient classés hautement formés. En anglais, on dirait highly educated. Une estimation récente de l'Organisation internationale de migration note que 70 000 professionnels, c'est-à-dire des gens ayant au moins un niveau de licence, quittent l'Afrique chaque année, 70 000. En dépit de la forte augmentation des inscriptions dans l'éducation tertiaire en Afrique, l'accès à l'enseignement supérieur reste le plus faible au monde, autour de 6%, contre une moyenne mondiale de 27%. On estime que pour satisfaire ses besoins actuels en ressources humaines, l'Afrique doit au moins doubler ce taux pour le porter à 12%. Et l'Afrique doit se déterminer à le réussir, aussi ambitieux soit ce pari. Maintenant, un clin d'œil aux politiques éducatives sur le continent. L'éducation, la science et la technologie pour le développement
a été très tôt, après les indépendances, parmi les préoccupations des dirigeants africains. Dès 1979, la science et la technologie pour le développement, dès 1979, un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, réunis à Monrovia, a adopté une résolution stipulant que chaque pays du continent devrait investir 1% de son produit intérieur brut dans la recherche-développement. Cet engagement a été répété à maintes occasions, et notamment dans la déclaration solennelle faite au sommet de l'Union africaine en janvier 2007 sur la science, la technologie et l'innovation pour le développement. Une récente publication de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union africaine, rapport économique sur l'Afrique 2011, reprenant des statistiques de l'UNESCO de 2010, indique qu'en 2007, je cite, les dépenses intérieures brutes en pourcentage du PIB de la plupart des pays africains subsahariens étaient inférieures à 0,3%, sauf pour l'Afrique du Sud, où ce taux atteint 0,9% contre 1,6% pour l'Asie. Étant donné que le niveau de la recherche-développement de l'Afrique est très faible, les dépenses intérieures brutes sur la recherche-développement en Afrique devaient être portées à plus de 1,6%, je rappelle, c'est le taux de l'Asie. Fin de citation. L'enseignement supérieur, en particulier les universités, dont la vocation première est de produire des connaissances de pointe, l'innovation et de faire de la recherche scientifique pour stimuler le développement social et économique, ne sont pas en mesure de jouer ce rôle, faute de financement adéquat. Les universités africaines sont peu compétitives par rapport à leurs homologues étrangères qui exercent par conséquent une attraction naturelle sur les jeunes talentueux du continent. De fait, parmi les 500 premières universités du monde en 2008, seules 4 sont en Afrique et toutes en Afrique du Sud, selon le classement de l'université Jiao Tong de Shanghai. Bon, ce classement, on l'aime, on ne l'aime pas. Son avantage, c'est que ça existe et permet de voir. Le non-financement de l'enseignement supérieur, de la science et de l'ingénierie par l'Afrique ressemble à une espèce de démission qui pénalise le développement des ressources humaines capables dont le continent a cruellement besoin dans tous les secteurs, dans la culture, dans l'agriculture, la santé, l'industrie, l'enseignement, les infrastructures, la recherche scientifique, le commerce, les affaires et j'en passe. À un niveau plus bas, l'enseignement technique et la formation professionnelle qui peut garantir à la majorité des jeunes une éducation qui leur donne des habiletés nécessaires pour se prendre en charge, souffre lui aussi du sous-financement. Pour atténuer ce handicap, la Commission de l'Union africaine a développé des programmes qui ont pour but. Alors, je rappelle que nous sommes en Afrique, sur un continent que nous savons tous, un continent riche. Mais malheureusement, notre richesse est fragmentée en 53, je ne dis pas petit, mais en 53 morceaux